19h45, la barrière. Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 20 mars 2024. Le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, le colonel Mohamed El Hadji Ousmane, a présidé ce matin la cérémonie de lancement officiel du programme Grande Irrigation. Ce programme vise à réduire les importations du riz et il va permettre de renforcer la consommation des produits autres que les céréales. Le compte rendu avec Nafissatou Yahya et Boubacar Souley. Garantir aux populations nigériennes un accès à une alimentation saine et diversifiée, respectueuse de nos valeurs culturelles, ethniques et régionales, c'est l'ambition nourrie par les nouvelles autorités nigériennes pour relever le défi de la souveraineté alimentaire au Niger. Pour y parvenir, ces autorités ont mis en œuvre le programme Grande Irrigation dont cette cérémonie marque le lancement officiel, lequel programme va permettre de réduire, entre autres, les importations du riz et renforcer la consommation des produits autres que les céréales. À cet effet, il s'agira de doubler les superficies sous irrigation par la réhabilitation de 3 700 hectares de périmètres existants et l'aménagement de 21 200 hectares de nouveaux périmètres irrigués. Disponibiliser et rendre facile l'accès à l'eau d'irrigation sur les aménagements hydro-agricoles à des fins de production agro-silvo-pastorale et halitique. Intensifier les cultures irriguées comme le riz, le maïs et le blé sur 39 700 hectares avec l'utilisation des intrants agricoles de qualité, semences, engrais et produits phytosanitaires pour une production attendue d'au moins 400 000 tonnes d'équivalent céréalier. Mettre en place des unités de conservation et de transformation de produits agricoles, assurer l'encadrement des producteurs, entretenir une communication sur le programme avec les populations à la base. Confié à l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA, la réalisation des travaux de ce programme est un défi pour les autorités. C'est pourquoi, sur instruction du président du CNSP, chef de l'État, il est envisagé la réalisation de 8 000 hectares de nouveaux périmètres et la réhabilitation de 3 700 hectares de périmètres existants dans le cadre de la mise en œuvre du contrat plan 2024-2027 et dont les travaux sont confiés à l'Office national des aménagements hydro-agricoles ONAHA. Du reste, 77 sites totalisant environ 40 000 hectares ont déjà été identifiés pour les aménagements de nouveaux périmètres et 29 périmètres totalisant 4 417 hectares auront besoin de réhabilitation. Ainsi, pour l'année 2024, c'est environ 2 000 hectares de nouveaux périmètres seront aménagés, réalisés et la réhabilitation de 2 000 hectares de périmètres existants, un coût estimé à 40 milliards de francs CFA. Le financement de ces aménagements sera assuré par le budget national et le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. C'est le lieu pour moi de vous annoncer que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a déjà accepté de financer pour un montant de 2 224 172 950 francs CFA la reprise des périmètres de l'ADA et CDA pour une superficie de 230 hectares dans la région de Difa. À cet instant solennel, je voudrais rendre grâce au chevaleresque et vaillant peuple nigérien qui a fait preuve de générosité et de solidarité en contribuant à ce fonds. Dans cette marche pour la souveraineté alimentaire, les membres du CNSP peuvent compter sur l'engagement de la population. C'est du moins ce qu'ont rappelé le maire de la commune rurale de Liboré et le secrétaire général du gouvernorat de la région de Niamey en prenant la parole à cette occasion. La visite des matériels de l'ONAHA destinée à la réalisation des travaux a marqué la fin de cette cérémonie. La salle de réunion du palais du 29 juillet a servi de cadre ce matin pour la tenue d'une formation de 2 jours portée par la coalition des associations pour une éducation pour tous, ASSO et PT. C'était destiné à l'intention des acteurs éducatifs qui collaborent avec l'association. Le compte rendu avec Boubacar Ibrahim et Chebou Guissou.
L'eau de bord qui va faire ressortir à chaque moment, à chaque instant, le niveau des indicateurs. Les organisations membres, alliées et groupes marginalisés de la coalition des associations pour une éducation pour tous, ASSO et PT, suivent ainsi à travers cette assise une formation à eux destinée, basée sur la gestion, axée sur les résultats de nos mégares. Renforcer les capacités des acteurs à l'effet d'aboutir à des gestions probantes des projets, tel est l'objectif affiché à travers la formation. Pour les organisations que nous sommes, nous avons besoin d'être de tout temps renforcés. Donc, à travers les capacités, les renforcements des capacités que nous organisons, cela nous permettra de faire en sorte que ces structures alliées et membres de la coalition puissent répondre valablement à leur mission, qui est celle vraiment de prôner pour une éducation pour tous et de qualité. Or, pour être valablement représentative, une structure, une organisation a besoin d'être formée. Et c'est en ce sens que nous avons mené des séries de formations à travers notre partenaire Oxfam, IBIS, et à travers le projet ce qu'on appelle EOL, qui est Education Out Loud, qui a déjà démarré sur une série de formations. Et la formation va permettre à ces différents membres alliés de la coalition vraiment d'améliorer la gestion de leur structure, parce qu'on ne peut pas gérer une structure tant qu'on n'a pas eu des formations assez significatives, surtout en termes de gestion. Et c'est en ce sens que nous avons pensé vraiment de renforcer cette capacité de ces acteurs membres alliés de la coalition. L'initiative est plutôt bien perçue par les participants. Nous remercions ASSO et PTV et son partenaire Oxfam pour nous avoir vraiment honoré et de nous appeler à participer à cette formation. Une chose qui cadre parfaitement avec la gestion des projets que nous faisons. La thématique de cette formation, je tiens à rappeler que c'est la gare, la gestion axée sur le résultat. Et c'est vraiment quelque chose que nous pensons au sein de notre organisation. Et même pour d'autres structures qui va nous permettre d'avoir des outils nécessaires pour vraiment faciliter la gestion et partager la connaissance avec nos membres. D'abord, on va remercier ASSO et PT de nous avoir invités pour le renforcement des capacités qui va nous permettre, nous aussi, de rendre compte à nos structures à la base. Et en plus de cela, pour nous permettre d'améliorer d'une façon significative nos activités. À retenir enfin qu'il s'agit de la suite d'une série de formations que porte la coalition des associations pour une éducation pour tous, toujours dans le cadre de l'amélioration du système éducatif nigérien. Le mois béni de Ramadan est une période spéciale pour les fidèles musulmans. Cependant, pour les personnes souffrant de l'ulcère gastrique, cette pratique peut représenter un défi particulier pour leur santé. Quels sont les conseils pour ces patients souffrant de cette maladie? Élément de réponse dans ce reportage de notre stagiaire Leila Tougarba et Sadou Doumi. Avec l'avènement du Ramadan, certains musulmans expliquent le fait de ne pas observer le jeûne de ce mois pour cause de maladie. Au rang de ces dernières, l'on peut citer l'ulcère qui est une infection caractérisée par une lésion ou plaie qui se forme dans la muqueuse de l'estomac. Cette érosion ou cette plaie peut concerner soit l'estomac uniquement, là on parle d'ulcère gastrique, ou bien le duodénum, on parle d'ulcère duodénal, ou les deux, on parle en ce temps d'ulcère gastro-duodénal. Donc cette ulcération va créer des douleurs qui sont localisées au niveau de l'épigastre du patient. Donc l'épigastre est une région qui avoisine le cœur. La personne aura tendance à sentir comme si c'est le cœur qui fait mal, mais en réalité c'est la région épigastrique à cause de l'ulcération. Donc cette douleur est accentuée souvent par la prise des aliments acides ou par la faim. Donc ce qui fait que lorsque on jeûne avec la faim qui doit se prolonger, ça peut accentuer la douleur de l'ulcère gastrique. Mais certains patients peuvent de façon unilatérale, ou ce à quoi on assiste de manière unilatérale, vont vouloir ne pas jeûner. Ainsi, il est aisé de constater que généralement certains décident sans avis de leur médecin
D'où ce qui est conseillé, c'est de voir un médecin qui va d'abord faire le diagnostic, parce qu'il y a des diagnostics différentiels, donc des maladies qui ressemblent à l'ulcère, mais qui ne sont pas l'ulcère, mais qui ont des signes un peu semblables. Donc c'est au médecin d'abord de confirmer la maladie, et après l'avoir confirmée, c'est le médecin qui va dire en fonction de l'état clinique du malade et du stade d'avancement de la maladie, si le patient peut ou pas gêner. Il est donc primordial d'avoir l'avis de votre médecin traitant pour décider de quoi que ce soit pour le jeûne de Ramadan. Car selon les spécialistes, il n'existe pas de pathologie fixe pour lesquelles le jeûne est contre-indiqué. Place à présent à notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire, un numéro qui traite de l'audience de mise en état, un sujet abordé par Maître Moustapha Amidou Niébé Maman, il est avocat à la cour. Très bonne réception à vous. La procédure de la mise en état a pour but de permettre à la juridiction saisie d'une affaire de rendre son jugement après avoir pris connaissance de l'ensemble des arguments des parties ainsi que des pièces sur lesquelles celle-ci se fonde. Cette procédure a donc pour objet de mettre le dossier en état d'être jugé. C'est extrêmement important que vous preniez la procédure pénale, la procédure administrative, la procédure civile, la procédure commerciale et même devant le tribunal du travail. La juridiction saisie doit rendre le dossier en état d'être jugé avant de se prononcer là-dessus. Mais dans notre ordonnancement juridique, c'est seulement, je dis bien, pour la procédure civile et la procédure commerciale que le législateur a pris le soin de baliser la manière où le juge doit procéder pour rendre le dossier en état. Mais si vous prenez par exemple la procédure pénale, il revient au procureur de la République, la partie poursuivante, de mettre le dossier en état. Et cela se traduit par l'envoi des citations à toutes les parties. Il faut que les citations soient régulières, il faut que les citations reviennent, rentrent dans le dossier. C'est ça. Dans ce cas, le dossier en état. L'obligation du parquet ou l'obligation de la juridiction, c'est de vérifier est-ce que toutes les parties ont eu connaissance de la date d'audience. Et cela se traduit par l'envoi des citations. Ce qui se fait dans la pratique par les huissiers, c'est eux qui envoient les citations, par le biais du parquet. Si vous prenez la matière coutumière, le dossier doit être en état d'être jugé. Le juge va vérifier est-ce que les pièces ou les arguments qui vont lui permettre de rendre une belle décision ou une décision en conformité du droit sont dans le dossier. Et là, le dossier est en état. Maintenant, spécifiquement, on va parler de procédures où le législateur a pris le soin de préciser comment le juge doit y procéder. Pour la procédure civile, cela a été expliqué dans la loi 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Et cette loi a été modifiée, je dis bien modifiée, dernièrement par la loi numéro 2019-02 du 30 avril 2019, modifiant et complétant la loi numéro 2015-23 du 23 avril 2015 portant code de procédure civile. Pour la procédure commerciale, cette loi a été reformée dernièrement par la loi 2019-01 du 30 avril 2019 fixant la composition, l'organisation, la compétence et la procédure à suivre devant les tribunaux de commerce et les chambres spécialisées en République du Niger. Si un dossier se retrouve devant le tribunal de grande instance statuant en matière civile, on renvoie le dossier à ce qu'on appelle, parce que le dossier va venir à l'audience pour la première fois, c'est ce qu'on appelle l'appel de cause, et à cette audience, on renvoie le dossier devant le juge de la mise en état. Devant la chambre, le tribunal du commerce, directement, parce que là-bas, la procédure de conciliation est obligatoire. L'audience va avoir lieu d'abord
devant un juge, en chambre de conseil, où ils vont tenter de concilier les parties dans un délai de maximum de 2 jours. S'il n'y a pas de conciliation, on constate l'échec de la conciliation, et là on renvoie le dossier à un juge pour mettre le dossier en état. Maintenant, les audiences de mise en état se font en chambre de conseil, donc en conférence de cabinet. Et là, le juge établit ce qu'on appelle un calendrier d'instruction. Et dans ce calendrier d'instruction, il impartit aux parties de la procédure des délais pour communiquer les pièces éventuelles, pour prendre des écritures, et tout cela dans le principe du contradictoire. Cela veut dire que la procédure, ce n'est pas un jeu de cache-cache. Si tu prends des écritures, tu communiques d'abord à l'autre partie ou aux parties en présence dans la procédure. Et maintenant, tu communiques maintenant au juge de la mise en état. Maintenant, pour communiquer au juge de la mise en état, tu dois aussi le produire, la décharge, la preuve que tu as communiqué ces conclusions ou ces pièces à l'autre partie. C'est l'une des obligations pour que le juge puisse recevoir tes conclusions, parce que là, il sait que ce n'est pas un cheveu qui est tombé dans la soupe comme ça. Tu as communiqué à l'autre partie a pris connaissance de ça, et bien, c'est contradictoire. Lorsque le calendrier est établi, les parties signent le calendrier. Maintenant, là, il faut aussi préciser que, en l'absence d'une des parties, le juge peut établir le calendrier, mais à charge pour l'autre de communiquer après le calendrier à l'autre partie. Le juge de la mise en état, il a des pouvoirs juridictionnels et des pouvoirs administratifs. Parce que c'est lui qui surveille en fait l'exécution du calendrier de la mise en état. Et dans l'exécution de ce calendrier, il est appelé à prendre des mesures. Par exemple, appeler, informer les autres parties, d'appeler par exemple d'autres parties en cause, ou donner des prolongations de délai. Il peut aussi demander aux parties de communiquer d'autres pièces ou des originaux. Il peut aussi entendre même d'office les parties. Mais là, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que le juge de la mise en état aussi, il a ce pouvoir de demander aux parties de partir en arbitrage ou en médiation. Soit à sa demande, mais là il faut que les parties acceptent sa proposition, soit à la demande des parties. On peut partir en médiation ou en arbitrage. Mais là, si vous prenez la loi sur le code de procédure civile, nous dit, dans ce cas de figure, le dossier est renvoyé à ce qu'on appelle le rôle d'attente, jusqu'à ce qu'il y ait une décision, soit dans la procédure de médiation ou dans la procédure d'arbitrage. Et cette décision sera homologuée par le président du tribunal de grande instance, ou le juge par lui délégué. Le juge, le président de la cour d'appel ou le conseiller par lui délégué dans cette procédure est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Si vous prenez par exemple la procédure commerciale, là, les délais sont plus stricts. Parce que si le président ou le juge de la mise en état devant le tribunal de commerce renvoie le dossier en médiation ou en arbitrage, on dit il met le dossier dans le rôle d'attente. Mais cela ne peut nullement excéder 3 mois. Et là, le président du tribunal de commerce ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'homologation. Le président de la chambre commerciale est spécialisé ou le juge par lui délégué est ce qu'on appelle le juge de l'annulation. Donc ça, c'est le pouvoir du juge de la mise en état. Il a des pouvoirs énormes. Et il contrôle aussi, ça c'est ses pouvoirs administratifs. Maintenant, il a aussi des pouvoirs juridictionnels. Il peut statuer sur les demandes d'expertise ou les demandes de sursis à statuer. Il peut aussi constater l'extinction de la procédure. Mais dans ce cas, on dit, ces décisions, comme c'est des décisions qui ont un pouvoir, qui font grief, ces décisions peuvent faire l'objet d'appel. Si vous regardez dans la procédure civile, c'est un délai de 15 jours pour interjeter appel contre les décisions du juge de la mise en état.
en matière d'expertise, en matière de sursis à statuer, ou bien lorsque le juge constate l'extinction de la procédure. Si vous prenez la procédure commerciale, c'est un délai de 8 jours pour interjeter appel contre l'ordonnance du juge de la mise en état. Mais les autres ordonnances ne font pas l'objet d'opposition. Et on dit aussi que ces ordonnances ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec le jugement sur le fond. Maintenant, le juge de la mise en état, il a aussi un délai pour instruire son dossier. Si vous prenez la procédure commerciale, parce que c'est à ce niveau qu'il y a plus de délai, comme chez les affaires, il y a la célérité, ça compte extrêmement. C'est extrêmement important de tenir compte de ça. Là, on dit que le juge de la mise en état, devant le tribunal de commerce, il a un délai de 30 jours pour clôturer son dossier, pour mettre son dossier en état. Et là, s'il constate qu'il ne peut pas faire ce travail dans un délai de 30 jours, soit parce que l'affaire est complexe, soit parce qu'il a besoin de plus de temps pour bien instruire le dossier, pour mettre bien le dossier en état, et bien dans ce cas, il fait une demande motivée au président du tribunal qui statue par ordonnance pour l'autoriser. Et là aussi, on dit que ce délai ne peut pas excéder 15 jours. Donc, devant le tribunal du commerce, le dossier, au maximum, devant le juge de la mise en état, ne peut pas dépasser 45 jours. Mais là, si on revient dans la procédure civile, là, à ce niveau, il n'y a pas de délai. On dit juste que dans un délai raisonnable. Donc là, il appartient au juge de la mise en état, en fonction de la complexité de l'affaire, des actes à poser, de prendre un délai raisonnable pour mettre son dossier en état. Lorsque ce juge finit l'instruction de son dossier, eh bien, il prend ce qu'on appelle une ordonnance de renvoi, une ordonnance de clôture, puis renvoyer l'affaire. Donc, il renvoie son affaire, il prend l'ordonnance, il notifie l'ordonnance aux parties et il renvoie maintenant à l'audience de plaidoirie. Si un juge de mise en état renvoie le dossier à l'audience de plaidoirie, que ce soit en matière commerciale ou en matière civile, eh bien, on dit que les parties ne peuvent plus déposer de pièces de conclusion. Donc, on considère que le dossier a été mis en état. Nul besoin de produire quoi que ce soit. Et la juridiction ou le juge saisi ne peut rapporter l'ordonnance du juge de la mise en état que pour cause grave. On dit il peut entendre un intervenant volontaire s'il estime qu'en l'état du dossier, il peut joindre ça et juger définitivement l'affaire. C'est pour vous dire que la mise en état, c'est vraiment une procédure extrêmement bénéfique pour les justiciables. Parce que on met le dossier en état d'être jugé, on fait recueillir autant d'informations nécessaires pour la manifestation de la vérité, chose que la justice cherche chaque fois.